Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au programme de Vue d'Auvergne à découvrir sur la chaîne YouTube de Vue d'Auvergne. Rendez-vous au château. Les soirées de Vue d'Auvergne ont débuté au château de Parentigna au mois de juin dernier. Elles se poursuivent ce soir au château royal de Saint-Saturnin. Merci à Emmanuel et Christine Pénicaud, les propriétaires des lieux, de nous accueillir ici au cœur de leur demeure. Merci à nos partenaires qui nous suivent et rendent possible ces soirées. Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse d'épargne Auvergne-Limousin, je suis particulièrement heureux d'accueillir ce soir. EDF, l'entreprise Peretti, les restaurants McDo Auvergne, le cabinet Gestion 4, le groupe Atrium, l'entreprise d'impression et de communication Print Conseil, le journal numérique de l'économie des entreprises Journal de l'Éco, la société Ecodrone et la société de production audiovisuelle Marc Production. Merci au public fidèle qui nous suit d'émission en émission et de soirée Vue d'Auvergne en soirée Vue d'Auvergne. Nous allons parler sauvegarde du patrimoine aujourd'hui. Je l'ai dit, Emmanuel Pénicaud, avec Christine, votre épouse, vous avez acquis ce château il y a 11 ans. Au-delà du fait d'acquérir une telle demeure, étiez-vous totalement fou ou totalement fou ? Oui, Marc-Alexis, il ne faut pas trop se poser de questions quand on achète un château. Donc ça nous a pris 4 jours, entre un jeudi et un dimanche. Et donc on devait être un peu fou pour le faire en 4 jours, mais finalement c'était la bonne chose. Et on ne le regrette pas, c'est ça qui est important. Mais il y a parfois des travaux qui nécessitent beaucoup plus de moyens et vous avez là besoin de faire appel à la générosité publique, notamment au financement participatif. Et la tour, dite la tour de la Reine, va ou en a bénéficié. Et quand on est arrivé, tous on a vu qu'il y avait des échafaudages autour de la tour. Oui, alors c'est la tour des Reines, puisqu'on y trouve tout en haut la chambre où Marguerite de Valois a été enfermée pendant 6 jours avant d'être mise en résidence surveillée à Husson. Donc là, on est dans les années 1586. Et en dessous, la chambre du comte, qui devient de facto la chambre de la reine Catherine de Médicis quand elle hérite de sa mère 3 jours après sa naissance, sa pauvre mère étant morte très jeune, très vite après sa naissance. Et donc cette tour des reines, c'est le énième chantier qu'on entreprend. On en a fait tant d'autres avant, mais encore plus urgent que celui-ci, pardon. Et il s'agit là de projets considérables. Et là, l'autonomie financière n'existe plus. Il n'y a pas un château en France qui est arrivé à l'autonomie financière pour les travaux de restauration. Vaux-le-Vicomte, pas plus que les autres. Alors on va voir un peu ce qu'en pense aussi. Et donc, je m'excuse, pour répondre quand même au financement participatif, dans un contexte où depuis 4 ans, les subventions ont largement et fortement baissé en Auvergne, puisqu'on était à 70% de subventions pour les monuments historiques classés et qu'on est tombé à 50% depuis 4 ans, il était effectivement essentiel pour la réussite de ce projet de la Tour des Reines de faire appel au financement participatif. Il y a 354 000 € de travaux et 50% à notre charge que nous ne pouvions pas assumer. Donc effectivement, nous avons lancé cette campagne et à ce soir, à 8 h du soir, nous en sommes à 120 donateurs et à 48 940 €. Ça va dans le bon sens. C'est un début. C'est beaucoup et ça peut encore progresser. Voilà. La transition est toute trouvée avec Jacques Aujoula qui peut-être n'a pas découvert la Somme ce soir, qu'il la connaissait, mais qui semble dire que c'est un bon système, une bonne collecte pour l'instant. Jacques Aujoula, vous êtes le délégué régional Auvergne de la Fondation du patrimoine. Votre rôle et celui de votre fondation sont de trouver des moyens alternatifs justement à la sauvegarde du patrimoine avec aussi des financements participatifs. Où se situent les moyens aujourd'hui quand on est comme Christine et Emmanuel Pénicaud pour sauver le patrimoine bâti ? Alors, je vais faire un petit rappel simplement sur la Fondation du patrimoine. Elle a été créée il y a 21 ans d'un constat. C'est que, en ce qui concernait le patrimoine, le grand patrimoine, mais aussi le petit patrimoine rural, le patrimoine dit vernaculaire, si on ne faisait rien, il allait progressivement disparaître. Donc, il fallait absolument le sauvegarder, il fallait le sauver. Et il fallait trouver différents moyens. Des fonds publics, mais on sait que les fonds publics, ils ne sont pas infinis. Ça me nuise. Et des fonds privés,
et mettre en œuvre différents leviers pour être capable d'avoir les moyens de restaurer ce patrimoine. Sachant que la Fondation du patrimoine, au départ, son objectif qui a été fixé par la loi, puisque c'est la seule fondation en France qui a été créée par la loi, son objectif c'était de s'occuper de tout le patrimoine non classé, non inscrit. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en occupe pas aujourd'hui. Donc quand on est un privé, comment peut-on aider concrètement? Quand on a un privé, comment on peut aider? Eh bien, sur un certain nombre de projets qui sont validés par la Fondation du patrimoine en termes de qualité patrimoniale, mais en termes de qualité de la restauration. Et là, on travaille en étroite collaboration avec les architectes du bâtiment de France pour valider l'aspect technique. Et bien, dans ce cas-là, on va pouvoir mettre en place, mettre en œuvre différents modes de financement pour le particulier ou pour la commune. On travaille énormément pour les collectivités publiques. Les modes de financement, on a plusieurs possibilités. On a effectivement, j'allais dire, tout ce qui est l'appel à, nous on appelle ça le mécénat populaire. Le mécénat populaire, ça va être des dons qui vont être faits par des particuliers, mais qui peuvent être faits par des entreprises aussi. Déductibles d'impôts? Déductibles de l'impôt, et la Fondation du patrimoine est reconnue d'utilité publique et peut permettre la déductibilité de ces dons. Elle est contrôlée par la Cour des comptes. Je peux dire que c'est tout à fait sérieux financièrement, il n'y a aucun problème. Nous n'en doutons pas. Mais là-dessus, et je crois que pour les donateurs, c'est aussi une sécurité. Je crois que c'est extrêmement important ce point-là. Il y en a beaucoup de donateurs qui nous disent, on sait que c'est géré de façon sérieuse. Donc on va pouvoir faire appel au mécénat populaire. Nous, on a, j'allais dire sur Auvergne, on a aujourd'hui en permanence une trentaine ou une quarantaine de projets. Donc on fait son choix en fait. On va sur votre site, on regarde ce qui nous intéresse, voilà. Nous en tant que donateur, petit et on donateur. Cible, et on flèche. On flèche. C'est-à-dire, je veux donner là. Je ne veux pas donner à d'autres projets, je veux donner à ce projet-là. Donc on et pour les entreprises, comment ça se passe? Même chose. Strictement la même chose. Alors, ce qu'on a fait au niveau des entreprises, on a un certain nombre de grandes entreprises nationales qui sont des donateurs, qui sont des grands mécènes. Là, en général, elles flèchent tout à fait, elles savent les projets sur lesquels elles veulent travailler. Donc, on leur propose un certain nombre de projets, elles nous disent on va travailler sur celui-là ou celui-là. Un exemple, Michelin travaille aujourd'hui sur la région Auvergne, spécifiquement sur la Chaise-Dieu. Il y a un gros projet sur les tapisseries de la Chaise-Dieu. Et Auvergne a fait un sujet il y a 2 ans sur la Chaise-Dieu. Tout à fait. Par contre, je termine juste un point sur le mécénat d'entreprise. On a mis en place, nous, aujourd'hui, au niveau départemental, sur le Puy-de-Dôme, sur l'Allier, sur le Cantal, pas encore sur l'Haute-Loire, des clubs d'entreprises mécènes. C'est des PME locales qui sont intéressées, ou dont les chefs d'entreprise sont intéressés par le patrimoine, et qui vont mettre des fonds en commun, que nous allons permettre de défiscaliser, et qui vont ensuite, ensemble, en commun, on a 3 ou 4 réunions annuelles avec chaque club de mécènes, qui vont choisir un certain nombre de projets qui veulent aider. J'allais dire, l'entreprise individuelle aurait été gênée pour aider un projet ou un autre parce que... mais après, à plusieurs, c'est mieux. Mais à plusieurs, c'est mieux. Et c'est fait à travers la Fondation du patrimoine. C'est eux qui choisissent, mais ils choisissent à travers la Fondation du patrimoine. Encore une minute avec vous, Jacques Ojoula, parce que vous avez créé un parcours très intéressant, insertion et formation au métier du patrimoine. Alors ça, c'est un sujet extrêmement intéressant sur lequel on travaille beaucoup, qui nous demande beaucoup d'énergie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour rénover de tels bâtisses, il faut aussi avoir les professionnels, en fait, qui vont pouvoir assumer, assurer. Voilà. Une des missions de la Fondation du patrimoine, dans ses différentes missions, en dehors de la restauration du patrimoine, c'est aussi de maintenir les savoir-faire. Parce que si on veut restaurer la tour des Reines, il faut qu'on puisse avoir des maçons qui sont capables de travailler la pierre, de travailler différents matériaux. Et ces maçons-là, ils ne se forment pas en 2 jours. C'est pas couler donc du béton. Donc vous proposez une formation aux professionnels qui le désirent, non ? On va aider un certain nombre d'organismes de formation. On va essayer de susciter des vocations auprès de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, pour ces métiers du patrimoine. Donc on va aider à alimenter les métiers du patrimoine. Sachez qu'au niveau de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, je faisais le point récemment avec la Fédération française du bâtiment, dans les domaines qui nous concernent, c'est-à-dire maçonnerie, charpente, toiture, menuiserie, il y a un déficit de main-d'œuvre
environ entre 500 et 800 personnes par an dans ces métiers-là, au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc des emplois possibles. Donc c'est des emplois possibles. Donc ça veut dire qu'il faut, et nous c'est notre rôle, on n'est pas là pour former les gens, on n'a pas les compétences. Il y a des organismes de formation qui sont là pour ça. Mais on est là pour essayer de mettre dans le pipeline et d'intéresser et de susciter des vocations. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec ce parcours. Aude Compin, merci aussi à vous d'être là. Vous êtes consultante pour les sites touristiques, culturels et patrimoniaux. Vous avez créé récemment votre agence qui s'appelle Comptoir Visiteur. Elle propose des solutions pour améliorer l'attractivité et la notoriété des sites qui font appel à vous. Quels sont vos leviers précisément pour privilégier de tels sites quand on vous fait appel? Ce que je vais faire dans un premier temps, tout simplement, c'est rencontrer le propriétaire ou le gestionnaire pour identifier ses besoins, ses difficultés, ses moyens. Alors justement, vous avez M. Pénicaud là. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour valoriser davantage encore son patrimoine bâti? La première question que je vais lui poser, surtout, c'est de quoi a-t-il besoin? Parce que valoriser le patrimoine, vous pouvez le faire de multiples façons. Si aujourd'hui, par exemple, l'urgence de M. Pénicaud était plutôt de favoriser la venue de plus d'hôtes dans ces chambres d'hôtes, on irait travailler ensemble sur la qualification de ses clients idéaux et identifier les réseaux par lesquels pouvoir les toucher, pouvoir communiquer. On partirait essentiellement sur de la communication. Après, on peut discuter aussi gestion de façon plus globale, gestion économique, voire diversification aussi des produits, de l'offre pour les visiteurs ou pour les hôtes. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'aide à la sauvegarde du patrimoine bâti? C'est une passion. Je dois dire que c'est une passion tout à fait personnelle et j'ai eu la chance de pouvoir travailler en tout début de parcours professionnel pour un monument historique, le Trauma Belém en l'occurrence, qui m'a confirmée dans cette passion. Et aujourd'hui, c'est à la fois l'expérience que j'ai acquise à la Fondation Belém et auprès, enfin voilà, tout le long de mes visites personnelles aussi, que je mets finalement à disposition de ceux qui ont la gestion d'un monument classé ou non au quotidien, pour leur apporter un souffle en fait qu'on n'a pas nécessairement quand on est né dans le guidon. Souvent on finit par s'enfoncer dans les problèmes et on oublie le rêve initial. Et j'ai la chance finalement de pouvoir proposer à ces gestionnaires de sortir un peu les mains du cambouis justement et de rêver à nouveau. Alors vous avez eu l'expérience directe de la sauvegarde d'un patrimoine particulier, le fameux bateau emblématique de la Marine nationale, le Belém, vous venez de nous le dire. Essayez de faire le lien entre le bateau et un château, à part dans la syllabe. Comment vous faites aujourd'hui pour passer de l'un à l'autre ? Alors, je vais vous embêter, mais déjà, le Trauma Belém n'est pas du tout un navire de la Marine nationale. C'est un navire totalement privé qui bénéficie, qui appartient à une fondation privée, qui bénéficie du généreux mécénat des caisses d'épargne. Donc, en fait, on est, que ce soit des voiles ou des pierres, le problème est le même. Il faut l'entretenir. Il faut pouvoir l'ouvrir au public, donc il y a des conditions de sécurité et d'entretien drastiques. Et puis, je vais revenir sur ce thème du rêve, mais je suis encore une grande enfant, donc pour moi, tous ces châteaux et ces bateaux doivent avant tout faire rêver. Et donc, voilà, que ce soit un château ou un bateau du 19e siècle, je pense qu'en fait, la réponse est dans la question. Pardon. Une question à l'un et à l'autre. Est-ce que la médiatisation de ce type d'édifice, de ce type de monument, pour revenir au Belém, elle est indispensable, ou alors est-ce qu'on peut s'en passer, ou est-ce que la médiatisation, on peut aussi la provoquer aujourd'hui à l'heure du numérique où on est tous un peu journalistes? Je crois qu'elle est indispensable. Elle est indispensable parce qu'il faut faire prendre conscience aux gens, au public, aux donateurs, aux entreprises, de l'intérêt de la restauration et du maintien de ce patrimoine. Ce n'est pas seulement pour remettre des vieilles pierres en place, mais je crois que c'est aussi pour passer un petit peu, c'est ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est un peu un passeur d'histoire. Et je pense que au-delà du bâti, il y a toute cette histoire, toute cette formation des jeunes qu'il faut arriver à transmettre à travers ce patrimoine. Aude ? Oui, c'est la transmission de la passion. En fait, la spécificité
de ce très beau bateau qu'était le Belém, c'est ce n'est pas une reproduction, c'est un navire d'origine du 19e siècle et qui est arrivé jusqu'à nous. Alors, il aurait pu lui aussi partir en miettes. Il est arrivé jusqu'à nous grâce à la passion de plusieurs propriétaires successifs qui ne se sont pas contentés d'entretenir l'état dans lequel ils l'ont récupéré, mais bien de l'adapter. Et c'est cette notion aussi d'adaptation à l'environnement contemporain qui, je pense, est très importante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément s'attarder en permanence sur la poussière qui est accrochée aux pierres. On a le droit d'enlever cette poussière et on a le droit de poursuivre l'histoire, de créer une nouvelle histoire dans le bâtiment, qu'il soit un navire ou un château. Alors moi, je voudrais rajouter un mot sur la passion des pierres, la passion de l'histoire, etc. Mais il y a aussi un élément qui me semble très important, c'est la passion des compagnons qui ont travaillé sur ce bateau, sur ce château, sur ces bâtiments. Et je pense que là aussi, on a une transmission à faire, et montrer la qualité, l'intérêt de ce travail. Comme quoi, on revient toujours à la transmission, l'un des sujets phares de Vue d'Auvergne. On va faire une pause, on quitte ce salon quelques instants. Nous aussi, on va faire rêver nos amis ici présents dans votre salon, Emmanuel Pénicaud. On va partir regarder quelques images de l'ensemble des films réalisés pour la collection Vue d'Auvergne par la société de production Marc Productions. C'est une mise en valeur du patrimoine de la région Auvergne. Belle l'Auvergne, que de souvenirs. J'entends le public qui me dit oui, elle est belle l'Auvergne. On parle à présent dans notre émission Rendez-vous au château de Saint-Saturnin, du patrimoine bâti, mais des sites particuliers qui mettent en place des leviers de développement pour à la fois que vivent les sites et puis qu'ils attirent. On va commencer avec le site du château de Murol. Merci déjà à Emmanuel d'avoir accepté ici qu'on parle d'un autre château, le château de Murol. Et je dois dire que c'est même Emmanuel qui a eu l'idée. Marine-Alice Poiseau, directrice d'exploitation du château de Murol. Votre rôle est de garantir une qualité de spectacle et de présentation intéressante pour les visiteurs. Et tout ce qui se rattache aussi, et vous y tenez, à l'immersion de la vie du château dans le village autour. C'est quoi l'immersion de l'animation d'un château autour de ce qui va se passer pour lui ?
Alors en fait, ce qu'il se passe, c'est que déjà, je vais revenir sur une petite chose. Les deux châteaux de Saint-Saturnin et de Murol ne sont absolument pas concurrents. Ils sont plutôt complémentaires. Déjà parce que le château de Murol n'est pas un château royal. Saint-Saturnin a cette exclusivité. Et puis dans ses animations, ce ne sont pas les mêmes choses. Murol a une ADN qui vient de ses précédents gestionnaires, qui en a fait un château immersif. En effet, c'est quelque chose que nous avons souhaité développer encore plus, puisque nos visiteurs doivent, lorsqu'ils passent les portes du château, être en 1417. C'est un parti pris de concentrer la visite du château sur cette période-là, qui est extrêmement importante pour le visiteur et pour l'histoire du château. On ne visite pas n'importe quel château médiéval. L'important, c'est de visiter Murol. Quand on prend la dynamique de l'animation d'un château comme vous l'avez fait, quelles sont les questions que l'on se pose au départ? Alors la première question, c'est quel pan de l'histoire de ce château on va pouvoir mettre en avant? Parce qu'on ne peut pas tout dire. Faut faire des choix, faut se concentrer, alors pas sur, on pourrait croire, le plus intéressant forcément, non. Ce qui peut s'apprendre par les personnes et ce qui se détache finalement dans cette histoire. Je pense que, par exemple, M. Pénicaud pourrait insister sur d'autres pans de l'histoire du château de Saint-Saturnin, mais il a choisi ce côté royal, ce qui est tout à fait audible, bien sûr. Et pour Murol, il y a cette histoire particulière de Guillaume de Murol, qui au cours du XVe siècle a tenu toute sa vie des registres. Donc on connaît parfaitement le nombre de litres de vin qu'il y avait pour chaque personne du château, combien de personnes vivaient dans le château, c'est marrant etc. que vous preniez cet exemple. Ah oui. Voilà. C'est souvent le plus parlant. Ça parle peut-être. Ah, c'est très parlant. Voilà. D'autres exemples ou d'autres illustrations? Bon, ça avait le nombre de personnes qui vivaient dans le château, à quelle période, le nombre de chandelles que Guillaume avait prévu. Et ça plaît au public quand on visite, ils écoutent tout ça, ça plaît au public, ça. Ça plaît au public d'avoir une image de la vie médiévale en Auvergne. Après, bien sûr, il y a tout ce pan, on va dire, de l'histoire aussi un peu chevaleresque. C'est ce qui plaît à Murol, évidemment, et c'est ce qui en fait évidemment son ADN. Mais on a voulu aussi insister sur la vie au Moyen-Âge à Murol. Et puis le digital, pour vous, c'est quelque chose, bien sûr, d'incontournable. Pour chacun de nous, c'est incontournable, le digital. Mais comment faire vivre cette dualité médiévale et digitale? C'est un sacré pari, c'est sûr. Après, c'est quelque chose qu'on va développer, donc qui n'est pas encore en place à Murol. Mais de toute façon, le patrimoine historique ne doit pas s'arrêter tout simplement. On ne doit pas arrêter l'histoire parce qu'on a trouvé un pan intéressant d'un château. En effet, il faut continuer à le faire vivre. Et c'est grâce au digital, puisqu'aujourd'hui, c'est la mode, c'est comme ça que ça fonctionne, qu'on peut raconter une histoire. L'un n'est pas forcément opposé à l'autre. Votre société, la société que vous représentez, a une expérience, une expertise. Vous pouvez aussi en parler. Il y a d'autres monuments en France que vous dynamisez. La société Kléber-Rossillon a 9 sites aujourd'hui en France. Donc par exemple la caverne du Pont d'Arc ou d'autres châteaux qui eux aussi ont pris ce parti pris de miser sur les nouvelles technologies. Murol va être l'un des fleurons de la société à ce sujet-là. Donc c'est pour ça que nous avons plusieurs projets à développer. François Lasserre, merci d'être avec nous. François, peintre et directeur de l'atelier Galerie et Salon, une galerie installée dans un village reconnu monument historique, le village de Charroux. C'est une galerie que vous animez avec Dominique, votre épouse. Alors, je voudrais comprendre pourquoi à un moment donné de votre vie, vous avez décidé de partir vers Charroux et puis peut-être quelque part vous aussi de contribuer à l'animation de ce territoire. Mais écoutez, je crois que c'était tout à fait le hasard, puisque avec mon épouse, on cherchait une autre maison, tout simplement, une autre habitation. Il y en a qui trouvent des châteaux, vous, en 4 jours. Voilà. Absolument. Mais moi, j'ai pas de tour. Mais bon. Et donc, bien évidemment, étant proche de l'Allier, on est tombé au hasard aussi sur Charroux, qui est donc un des plus beaux villages de France, bien sûr. Et ce côté un petit peu médiéval et de la vieille pierre, on en revient toujours au même, un certain charme. Et quand on est artiste, je crois qu'on est justement touché par tout ce qui est esthétique. Et on est tombé sur une bâtisse qui est donc au cœur de Charroux, sur la cour des Dames, et qui nous a donné justement un petit peu cette idée de passer outre l'habitation
et de créer un espace, justement un espace contemporain, une galerie d'art. L'idée est venue immédiatement ou c'est parce que vous avez commencé à vivre dans cet espace que l'espace vous a dépassé à un moment donné? Alors j'ai un peu la faculté, sans prétention, de pouvoir me projeter assez rapidement. Donc, ce qui veut dire qu'en 10 minutes, dans cette bâtisse, j'ai vu la galerie, le salon de thé, l'espace contemporain, j'avais tout. Et surtout le concept de pouvoir allier le goût et l'art et faire venir les gens, disons, d'une autre manière que la galerie traditionnelle. C'est-à-dire on ne vient pas voir que le peintre, on vient goûter aussi les mets. Oui, tout d'abord, on est. Je te n'y pique rien, François. Oui. Allez, lâchez-vous, lâche-toi, François. Vas-y, lâche-toi. On est inspiré par. Je te reconnais pas là. Par le site. T'es trop sage ce soir. Ah, mais parce que d'habitude, on a un petit pot avant, et là, c'était pas le cas. Donc bon. Je savais bien, il fallait pas. Je suis obligé d'être sérieux. Hein, mais combien c'était, Guillaume? Il buvait combien, lui? 2 litres de vin? Oui. 2 litres de vin par jour et par personne. D'accord. Bon, ça va, François, hein? Ça va. Voilà. Comme quoi, tout d'un coup, il y a un peu plus de chaleur là et d'ambiance. Je t'en prie, mon cher François. Voilà. Donc, on en était où? Et que tout d'un coup, tu t'es projeté et tu as vu que tu pourrais faire autre chose dans ce lieu. Voilà, on voulait un concept un peu plus convivial, si on peut dire, quoi. Aujourd'hui, en France, comme je travaille avec quand même pas mal de galeries, les gens, on voit que les gens n'osent pas rentrer, faire le premier pas. Et alors que je vois que là où j'ai exposé aussi au Japon, le Japon, ils ont une autre manière de voir les choses. Il y a la galerie traditionnelle, où il faut faire la démarche de rentrer, mais aussi, dans leur culture, ils amènent l'art aux gens. Voilà, pour différentes manières. Et c'est ce que je voulais un petit peu aussi faire ici, quoi. Et ça marche, parce qu'il y a plusieurs entrées. Et il y a l'entrée galerie traditionnelle, où on voit des fois des gens qui n'osent pas pousser la porte, et qui vont faire 20 mètres, et qui vont rentrer par la terrasse, se retrouver dans un contexte et dans des vieilles pierres qui vont vouloir peut-être s'approcher un peu plus. L'immersion dont vous nous parliez tout à l'heure, tu la vis, toi, c'est-à-dire l'immersion du lieu qui tout d'un coup devient un espace particulier du village. Bien sûr, parce que, et puis bon, Charroux, comme certainement d'autres villages, ont une âme. Et cette âme-là, on la ressent, quoi. Et quand on ressent ça, je veux dire, c'est comme vous, quand vous avez certainement, quand vous êtes rentré dans ce château pour la première fois, vous avez ressenti certainement quelque chose qui vous a donné un élan. Et cet élan, on ne le contrôle pas. C'est un ressenti. Et ce ressenti-là, soit on l'exploite, soit on laisse tomber. Et je crois que si on peut essayer de faire un effort, et si on peut avoir aussi les moyens, ce qui n'est pas évident, parce que j'ai écouté les pourcentages de subventions tout à l'heure, pour les statistiques. Alors moi, je vais vous donner le mien en pourcentage de statistiques. Moi, j'ai eu 0% de subventions. Forcément, c'est de rendre la monnaie, mais quand même. François, il y a une marge de progression possible. Oui, voilà, on peut que faire mieux. Ce que vous nous disiez aussi sur le digital est très important parce que François est très présent sur les réseaux sociaux à travers toujours la Cour des Dames à Charroux. Et pour toi, François, c'est quelque chose aussi de naturel. Présenter ce que tu fais, ton travail, le travail de Dominique, de votre fille, bien sûr, à travers le digital. Et bien sûr, on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils qui nous permettent d'être visibles dans le monde entier. Et pour un Auvergnat, sans payer. Alors, forcément, hein. Donc il faut l'exploiter à fond. Et il faut dire que ça marche, parce qu'effectivement, il y a une visibilité qui est extraordinaire, quoi. Et il y a des résultats. Emmanuel, ça vous donne des idées, tout ce que vous écoutez ? Alors, ça me donne des idées, bien sûr. Vous savez, la vie, c'est apprendre des autres. Et d'adapter, d'assimiler, de transformer en fonction des circonstances et des lieux. Donc, nous avons aussi une page Facebook. Alors, on n'est peut-être pas aussi expert que mon voisin François Lasserre. Vous pourrez relayer les images de Vue d'Auvergne sur la page Facebook. Tout à fait. Mais oui, on a eu la chance d'accueillir ici l'émission des Racines et des Ailes. Elle est sur notre page Facebook. On a eu la chance d'accueillir ici le Festival des Jours de Lumière de Saint-Saturnin. C'est sur notre page Facebook, etc. Et on utilise cette voie-là, mais on l'utilise encore avec sans doute insuffisamment de compétences et peut-être pas encore assez de niaque. Vous le savez, mais je vais faire une confidence à nos amis qui nous regardent, qui nous écoutent et qui sont dans cette salle. François, lui, il est venu avant vous, ici, dans ce château. Il était tout petit et il va nous dire pourquoi. Il était en culotte courte, non ? Absolument, avec un bonnet rouge sur la tête et je dansais la carmagnole. Alors, c'était dans les années, quand même, ça ne va pas nous rajeunir, mais bon, c'est comme ça, dans les années 60, entre 65 et 70, où le curé, qui était un curé exceptionnel, atypique,
qui était l'abbé Finet, avait monté de toutes pièces un son et lumière qui a remporté d'ailleurs les prix, parce que c'était pas très courant les sons et lumière. C'était un peu le Puy du Fou auvergnat, si on peut dire, où tout le village participait. Donc c'était une aventure extraordinaire. Et effectivement, à tout âge, on avait un rôle. Et le mien a été celui-ci. Et puis celui de moine aussi. Mais bon, je n'ai pas persévéré dans ce domaine. C'est peut-être pas plus mal pour la vocation. Je vais avoir des problèmes avec RCF, moi, mes anciens patrons. C'est pas grave, j'assume. On quitte quelques instants. Tu t'en rappelais pas, ça, Vincent. On quitte quelques instants ce salon du Château Royal de Saint-Saturnin, bien pour nous rendre justement dans l'Allier, à Charroux. On va chez toi. Atelier-galerie de la Cour des Dames, l'atelier-galerie de Dominique et François Lasserre. C'est magnifique, il faut y aller. C'est à Charroux. En plus, Charroux, c'est un très beau village. C'est l'Auvergne. On continue, troisième partie de notre soirée autour de la sauvegarde du patrimoine bâti. Vue d'Auvergne a installé ses caméras au Château Royal de Saint-Saturnin. La politique de sauvegarde aujourd'hui, on va en parler avec des messieurs sérieux. C'est peut-être pas le genre de François Lasserre, mais ils peuvent aussi nous faire rire quand ils le désirent. Ça, c'était pour détendre un petit peu, voilà, parce que je les trouvais un petit peu avec leur cravate. Nous allons donc parler avec vous. Mais non, je plaisante, messieurs. Nous allons, moi aussi j'ai une cravate. On va parler avec vous de la manière dont on classe justement de tels édifices. Monsieur Migneret, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur du pôle architecture et patrimoine à la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles. Un grand merci d'avoir pu vous libérer ce soir et d'avoir quelques kilomètres pour être avec nous. Le processus, tout simplement, pour faire entrer un bâtiment dans ce que l'on appelle la liste des monuments historiques. Pas forcément un bâtiment comme celui où nous sommes ce soir, mais un bâtiment plus modeste et que nous pensons être capables d'entrer dans cette liste.
Alors, la liste, bonsoir, la liste des monuments historiques, c'est quelque chose qui existe depuis 1840, donc c'est pas d'hier. Aujourd'hui, au niveau national, on a à peu près 45 000 monuments historiques, avec un tiers de monuments classés et 2 tiers de monuments inscrits. Alors, pour faire court, les monuments classés, c'est l'intérêt national, et les monuments inscrits, c'est l'intérêt régional. Alors, c'est un processus qui dépend de la DRAC, des services de la conservation régionale des monuments historiques, où soit le propriétaire, qu'il soit privé ou public, sollicite la protection au titre des monuments historiques en écrivant à la DRAC. On écrit tout simplement. On écrit tout simplement, et après je vous détaillerai le processus. Ça peut être une personne, ce qu'on appelle ayant intérêt à agir, c'est par exemple une association de défense du patrimoine qui nous signale un patrimoine en danger particulier et auquel cas on instruira le dossier pour une éventuelle protection. Et ça peut aussi être des thématiques qui sont à l'initiative de la DRAC, qui va définir que dans un certain corpus patrimonial, il nous manque des exemples de ce corpus, et on va faire une étude qui va définir quels sont les plus emblématiques, les plus représentatifs. Mais alors justement, de ce quels sont corpus. vos critères, vous, au niveau de la DRAC, pour dire on y va, on n'y va pas? Alors, ce n'est pas nous directement qui le disons. Donc, si la demande est transmise à la DRAC, ça veut dire qu'il y a un service spécialisé avec des personnes qui instruisent ces dossiers, qui ont des compétences particulières en termes d'architecture, d'histoire, qui vont venir voir le propriétaire, faire le tour du propriétaire, justement, prendre de la mesure de l'intérêt de ce patrimoine, et ensuite d'avoir une recherche en archives, par exemple, dans les archives du château, si c'est le cas, dans les archives départementales pour des bâtiments publics, par exemple, et monter un dossier en croisant l'intérêt historique. Monsieur Pénicaud en a parlé tout à l'heure, le fait que ce soit un château royal avec une histoire, une épaisseur historique importante, ça c'est un élément important. Ça peut être l'intérêt architectural, c'est-à-dire être représentatif d'un mouvement particulier du XVIe, du XVe ou du XXe siècle. Donc on croise tous ces critères, et c'est une commission régionale qui va, auquel ces dossiers vont être présentés, et qui va proposer, dans un cas, pour l'inscription au préfet de région, un arrêté de protection des monuments historiques. Dans le cas de classement, ça démarre en région, le dossier monte ensuite à Paris, c'est une commission nationale qui réexamine ce dossier, mais au regard de critères non plus régionaux, mais de critères nationaux, c'est-à-dire on peut estimer que dans une région comme l'Auvergne-Rhône-Alpes, ce bâtiment est très intéressant, et il y en a peu qui représentent cette catégorie de bâtiments-là, mais la commission nationale estimait que, bon, ils sont gentils en Auvergne-Rhône-Alpes, mais en Aquitaine, il y en a des dizaines et des dizaines, et ça ne mérite pas le classement, ça ne mérite pas ce regard d'intérêt national. Et auquel cas, si l'avis est positif, c'est le ministre de la Culture qui signera l'arrêté de classement. Ces arrêtés, quand ils sont signés, quel est l'intérêt ensuite pour les propriétaires ou les représentants des bâtiments qui ont donc reçu l'appellation inscription ou classement? Merci. Quel est l'intérêt pour eux? Alors l'intérêt, il est multiple. Le premier, c'est une sorte de reconnaissance de l'intérêt de ce bâtiment qui peut être valorisé. L'autre, c'est le fait que les services de l'État, donc de la DRAC, vont pouvoir donner des conseils pour la restauration et accompagner les projets de ces bâtiments. Là encore, ça rejoint ce que disait Jacques Aujoula tout à l'heure. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et tous les travaux qui sont susceptibles d'être faits dans un bâtiment doivent être autorisés par l'administration de l'État, de la DRAC. Et l'autre intérêt, le dernier intérêt, c'est le financement, puisque donc il y a des financements publics État qui sont attachés, M. Pénicaud le sait, qui sont attachés à ces restaurations. On a un budget annuel qui nous permet, en fonction de l'intérêt des projets, d'aider les propriétaires à leur restauration. La question va être embarrassante parce que vous représentez la DRAC, mais on se la pose tous à l'heure où la nation vit une crise économique forte, où la nation a d'autres préoccupations, notamment en termes de sécurité. La sécurité, ça coûte cher. Est-ce que le patrimoine bâti fait encore partie des priorités de la nation? Mais il fait encore partie des priorités de la nation. Il n'y a pas de baisse budgétaire pour la restauration du patrimoine en France au niveau de l'État.
Donc ça, c'est un élément important. Pourquoi on a parlé tout à l'heure, M. Ojoula a parlé tout à l'heure de l'aspect économique, de l'aspect entretien des bâtiments et de maintien des savoir-faire. C'est un élément important parce que si on prend, en termes économiques, si on prend un terme qui s'appelle l'employabilité. L'employabilité, c'est le nombre d'emplois qui sont liés à une aide, ou à un montant de données. Il y a deux extrêmes. Il y a le bâtiment et travaux publics, c'est-à-dire essentiellement des heures d'engin et très peu de main-d'œuvre. Et de l'autre côté, à l'extrême opposé, il y a celui des monuments historiques où il y a beaucoup d'heures spécialisées et très peu de matière. Et donc, la même somme investie dans une autoroute ou dans un monument historique, ce n'est pas du tout le même nombre d'emplois. On l'a dit tout à l'heure, il manque d'emplois, M. Jola l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai, il manque d'emplois dans ce domaine-là parce que c'est des emplois très spécialisés. Et c'est un élément important, c'est un vecteur économique important en soi, et par rapport à tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est par rapport à toute la valorisation qu'on veut faire de ce patrimoine. C'est la fin de notre entretien, enfin de cette séquence ici, dans les salons du Château Royal de Saint-Saturnin. Jean-Pierre Bonas, merci d'être avec nous. Vous représentez, vous êtes élu au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui soutient aussi la démarche des soirées de Vue d'Auvergne. Merci d'être avec nous, merci d'être présent. Est-ce que c'est important pour une grande région de soutenir son patrimoine bâti, comme des châteaux, mais aussi des choses peut-être plus modestes? Oui, il me semble que c'est très important parce qu'on doit connaître l'histoire de son territoire pour l'aimer, je crois. Et on a besoin de ça pour avoir une certaine cohérence territoriale. Alors je voudrais revenir sur le fait que la collectivité régionale n'a pas obligation, ce n'est pas une compétence obligatoire, la culture, mais elle a décidé de venir sur 3 axes régionaux. Un, nous allons soutenir le patrimoine privé et public, c'est-à-dire toute action qui vise à restaurer, à mettre en valeur du patrimoine. Nous allons venir en renfort au niveau financier. Deuxième axe, c'est la culture accessible à tous. Nous allons soutenir à la fois des lieux de création, de diffusion, et puis des grosses infrastructures, comme par exemple la scène nationale à Clermont. Et puis troisièmement, c'est l'industrie culturelle. Alors pour en revenir au patrimoine, je peux vous annoncer, alors ça a été décidé le 30 juin lors de l'Assemblée plénière, que nous allons dégager un budget à la hauteur de notre ambition, qui est de 100 millions d'euros en faveur du patrimoine public et privé sur la durée du mandat. Alors c'est assez exceptionnel parce qu'il y avait des aides au niveau de la partie auvergnate de la région. Pour la sauvegarde de ce patrimoine ? Pour la sauvegarde, pour la restauration, pour la mise en valeur. Il y avait des aides sur le côté auvergnat, mais il n'y avait pas d'aide du côté rhône-alpin. Et donc c'est l'exemple auvergnat qui l'a emporté. Parce que ça nous semble du bien, ça redite-le, Jean-Pierre Bonas, ça fait du bien. Ben oui, parce que les Auvergnats sont les meilleurs. Non mais sur le côté patrimoine, un exemple, nous avons 2450 sites historiques intéressants au niveau 2450 en 2450 sur les 4 départements auvergnats. Et autant, on a du boulot à Vue d'Auvergne alors. Autant, ah oui, et bravo. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, le conseil régional est ravi de ce que vous faites parce que vous apportez une excellente contribution à la mise en valeur de nos sites. Et merci. Il y a autant donc de sites touristiques sur les 4 départements auvergnats que sur l'ensemble des 8 départements rhône-alpins historiques. C'est-à-dire que nous avons une véritable richesse et un potentiel qu'il faut exploiter. Ça, c'est intéressant. Mais justement, est-ce que la volonté politique, elle est là? Est-ce que l'argent est là? Oui. Est-ce que derrière, ça suit sur le terrain? Est-ce que les gens vont faire appel à ces fonds? Est-ce que ça va être compliqué aussi de faire appel aux fonds? Oui, eh bien, il faut faire appel au conseil régional. Pour nous, ça a plusieurs intérêts. D'abord, c'est de connaître son territoire. On a besoin de connaître son passé, son héritage. Qu'est-ce qui a fait notre culture? Et ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'il y a un intérêt touristique derrière. Et c'est de l'économique. Et puis, il y a un intérêt pédagogique, parce qu'on sait que les récits de l'histoire, ce sont les leçons de l'avenir. Donc, pour tout ça, on met le paquet, on a une bonne gestion, on dégage de l'épargne pour le patrimoine historique. Mais c'est la dernière question, en fait, que j'avais envie de vous poser à tous les trois. Vous gardez le micro, Jean-Pierre Bonas, puis Pascal Migneret répondra aussi. Comment davantage sensibiliser peut-être les populations à cette sauvegarde de leur patrimoine, cette fois-ci pas du patrimoine, mais de leur patrimoine? Oui, je crois que c'est une question essentielle. Nous avons choisi l'outil Internet.
on a lancé le 30 octobre dernier un appel à tous nos concitoyens Auvergne-Rhône-Alpes sur un projet qui s'appelle les 50 sites historiques régionaux qui ont fait l'histoire de France. Et on leur demande de voter pour un lieu, un site sur leur département qui leur semble le plus emblématique de l'histoire de leur territoire. Ainsi, on propose 2-3 sites sur chaque département. Pour le Puy-de-Dôme, c'est Gergovie, c'est Notre-Dame d'Orcival, et puis le château royal de Randan, dont nous sommes propriétaires. Et nous demandons aux internautes... On ira peut-être au château royal de Randan pour une soirée. Voilà. Nous leur demandons de voter, soit directement sur le site du conseil régional, soit les réseaux sociaux, soit via le journal de la montagne. Et le site, jusqu'au 19 novembre, et le site qui sera choisi, qui sera élu dans chaque département, va bénéficier d'un coup de projecteur, d'un coût financier, de projets éducatifs pour les lycéens, pour les jeunes, de façon à mieux faire connaître, encore une fois, son histoire pour être fier de son territoire. Voilà un exemple concret pour faire aimer le territoire. Pascal Mignoret, est-ce que les Français aiment leur patrimoine ? Je crois, je suis intimement persuadé qu'ils l'aiment. Et donc, Jean-Pierre Bonas vient d'en parler. Le ministère de la Culture a un axe fort au-delà du patrimoine qui est celui de l'action culturelle et territoriale. C'est essayer de faire prendre conscience aux enfants qu'on a un patrimoine commun, que c'est un vecteur de social pour de bien vivre ensemble. Et c'est l'idée que 100% des enfants soient touchés par ces actions éducatives dans tous les domaines, mais en particulier le patrimoine, mais également l'aspect de la création. Et je pense que c'est quelque chose qui marche, on le voit, ça marche de plus en plus. Et je pense que c'est vraiment un vecteur important de reconnaissance nationale. Pascal Mignoret, merci, mais je voulais dire Emmanuel Pénicaud, et j'allais dire Pascal Pénicaud. Est-ce que les enfants viennent ici régulièrement ? Oui, c'est un château médiéval et ça les fait rêver. Ça les fait rêver de parler de l'art de la guerre au Moyen-Âge. Alors ici, c'est plutôt défensif, mais on évoque les Anglais qui étaient de l'autre côté du fossé pendant la guerre de 100 ans et qui a essayé d'attaquer le château de Saint-Saturnin. Donc oui, nous accueillons beaucoup d'écoles, de professeurs avec leurs élèves, les parents qui aident pour accompagner, et on leur fait découvrir le château, on les montre jusqu'au chemin de ronde, tout en haut sur les remparts, et c'est toujours un moment merveilleux parce que les enfants, vous le savez bien sûr, sont excessivement spontanés, naturels, et leur imagination part tout de suite, donc il y a les questions fusent, c'est très rafraîchissant, et ça a été dit, redit, et je crois que le plus grand des enjeux sur la sauvegarde du patrimoine, c'est de faire aimer le patrimoine par les gens du XXIe siècle, et que ce soit les gens du XXIe siècle qui portent et se responsabilisent de ce patrimoine et qui aient envie de le transmettre aux générations suivantes. Donc, intégrer, accueillir les enfants dans des lieux de patrimoine, aussi bien le petit patrimoine que le grand patrimoine, ça n'a aucune importance, c'est essentiel. L'histoire nous apprend d'où on vient, les bêtises qu'on a faites, les bonnes choses que nos ancêtres ont fait, et elle nous aide à nous situer aujourd'hui, à faire des choix et à nous projeter dans l'avenir. C'est absolument fondamental. Il n'y a pas de vie sans transmission, sans recevoir. On voit plus loin, il y a un proverbe du Sud-Ouest qui est extraordinaire, qui dit « Je vois plus loin que mon père parce que je lui suis monté sur les épaules ». Voilà, c'est aussi bête que ça. Et on a tendance, dans le monde moderne, parce que les machines s'usent vite, à jeter à la poubelle la machine qui est dépassée par la nouvelle machine. Mais au niveau des hommes, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et le patrimoine peut aider justement à faire ces liens entre les générations. Et c'est essentiel. Merci beaucoup, Emmanuel Pénicaud, de nous avoir accueillis. Merci, messieurs. On va encore rester quelques instants. On a beaucoup en fait parlé de transmission au cœur de cette soirée ici au château de Saint-Saturnin. La transmission, c'est le cœur, c'est le thème du film numéro 5 de la collection Vue d'Auvergne que nous avons tourné cet été au château de Parentigna, le petit Versailles d'Auvergne, comme l'on dit. La projection du film en avant-première aura lieu au Théâtre Casino de Roya le 19 décembre prochain. Les premières images, on les découvre tout de suite, extrait en 1 minute.
Nous sommes dans la bibliothèque de votre château, Anne-François. Ici, bon nombre de marquis de Lastic se sont assis pour réfléchir, pour recevoir, pour se ressourcer. C'est le cas notamment de vos pères, grands-pères, arrière-grands-pères. Est-ce que vous-même, lorsque vous vous installez dans ce fauteuil ou un autre ici, vous vous sentez dépositaire d'une manière d'être, d'un mode de vie? Vous parliez de la bibliothèque. Pour moi, c'est une des pièces du château dans laquelle je me sens le mieux. Je pense que le château aujourd'hui, c'est plus être dépositaire d'un art de vivre, c'est plus un droit sacré de posséder ce château parce que la famille l'a toujours eu ou l'a construit. Et justement, une des particularités de Parentignas, c'est la superposition des styles. Il y a toutes les époques, on a une base du XIVe siècle, donc bon, il n'y a pas de mobilier, mais il reste quand même quelques bases. Le château a été construit au début du XVIIIe, mais après il y a eu beaucoup de modifications au XIXe, et pourquoi pas un jour au XXIe siècle. François de Lastic qui sera avec nous le 19 décembre prochain au Théâtre Casino de Roya pour ce film de 50 minutes issu de la collection Vue d'Auvergne. Merci à vous, Emmanuel. Merci à Christine de nous avoir accueillis. Merci à tous nos participants. On se retrouve rapidement pour une prochaine soirée de Vue d'Auvergne dans un autre château emblématique de notre région. Organisation de la soirée, Élodie Flack, Anne-Marie Coutarel, Audrey Pouchol, Élodie Alexandre qui m'a accompagné dans la préparation et je l'en remercie. Image aérienne du château de Saint-Saturnin, Sébastien Godot, caméra plateau Léa Dalla-Zana, régie Sylvain Godard, réalisation Sébastien Godot que je remercie particulièrement avec toute son équipe. Les noms vont défiler dans un instant au générique. On compte sur vous, faites tourner les images. Merci, bonsoir.